Voilà, il est 13h32, nous sommes déjà 35 en ligne. Je suppose que d'autres personnes nous rejoindront encore, mais je pense que nous pouvons doucement commencer. Alors, on est évidemment ravis de tous vous retrouver. Nous aurions évidemment préféré vous voir tous en personne, mais c'est déjà très chouette de pouvoir avoir cet événement en ligne avec vous tous et je vais vous demander, même si effectivement on a envie de vous voir, de couper à ce stade vos caméras et vos micros. Vous aurez l'occasion de les réactiver par la suite. Alors, on propose d'enregistrer cet événement. On espère que vous n'y voyez qu'un intérêt et aucun inconvénient. Il sera évidemment disponible pour vous tous et pour ceux qui auraient manqué le séminaire par la suite. C'est évidemment le but. Alors aujourd'hui, c'est une première à deux égards pour le CEPANI 40. C'est tout d'abord le premier webinaire pour lequel nous gérons nous-mêmes la technique et nous espérons de tout cœur que ça va bien se passer, que nous ne devrons pas demander votre clémence par la suite, mais pour l'instant, tout a l'air de fonctionner. C'est aussi une première parce que c'est notre première collaboration avec le cabinet Simon Braun. Et Sigrid et moi, nous en sommes vraiment ravis. Si le CEPANI 40 et Simon Braun n'ont jamais collaboré ensemble, moi, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de collaborer à de nombreuses reprises avec Raphaël Jafferali. J'ai été son assistante dans le cadre du cours de droit des obligations à l'ULB et j'ai aussi participé à divers colloques sous sa coordination, sous sa présidence. Et je dois vous dire que c'est une réelle chance de pouvoir collaborer avec lui parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux intellectuellement. Il aime partager son savoir, ses réflexions qui sont, comme vous le savez tous, super pointues sur de nombreux sujets. Et donc, je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec les membres du CEPANI 40 et d'ailleurs des non-membres qui se joindraient à nous ses réflexions et son savoir, ainsi que ceux de plusieurs de ses collègues. Ils vont le faire sur un sujet brûlant d'actualité, qui est celui de l'impact sur l'arbitrage et la médiation de la loi du 24 avril 2019, donc, qui réglemente les clauses abusives dans les relations B2B. Alors, cette loi, je le disais, et ce sujet sont particulièrement d'actualité. Et c'est aussi un sujet qui tient manifestement à cœur le cabinet Simon Braun, ou en tout cas les avocats de ce cabinet, puisque vous avez peut-être assisté au mois de septembre au grand colloque scientifique qui a eu lieu sous la coordination notamment de Raphaël Jafferali et de sa collègue du cabinet Simon Braun aussi, Éléonore de Duve, où vous avez peut-être acheté ce magnifique et impressionnant ouvrage qui a été publié à la suite de ce colloque. Et outre Raphaël et Éléonore, trois autres de leurs collègues de Simon Braun ont participé au colloque et à l'ouvrage. Donc, vraiment un intérêt très fort pour cette loi. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire qui aborde les questions liées à cette loi, plutôt sous l'angle de la médiation et de l'arbitrage et de l'impact de cette loi sur ces disciplines, c'est d'autres collègues ici qui se joignent à Raphaël Jafferali. Il y a tout d'abord Steven Callens, praticien de l'arbitrage qu'on connaît tous et membre très actif du CEPANI et du CEPANI 40 qui introduira de manière générale le sujet et les interventions de chacun de ses collègues. Il y a Sander Van Loo qui est aussi praticien de l'arbitrage et membre actif du CEPANI 40 qui abordera donc le volet arbitrage avec Raphaël Jafferali. Et puis il y a Fanny Lone qui, elle, abordera plutôt le volet médiation en sa qualité de médiatrice agréée. Voilà, alors avant de céder la parole à Steve Callens,
Juste trois petites remarques techniques. La première, c'est que donc le séminaire, vous l'aurez compris, aura lieu en bilingue, donc que chacun se sente vraiment libre de s'exprimer en sa langue. Vous aurez, et c'est le deuxième point, l'occasion de vous exprimer vous-même et de poser les questions. On veut ce séminaire interactif, et donc l'idée est que vous puissiez poser un certain nombre de questions après chacune des interventions. En levant la main, on vous donnera la parole. Et si vous souhaitez, en cours de route, taper votre question pour ne pas la perdre de vue dans le chat, vous pouvez le faire. On y reviendra à la fin de chacune des interventions. Donc, on n'interrompra pas les intervenants, mais on y reviendra après chacune des interventions. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez allumer votre micro et votre caméra, mais dans l'intervalle, mais je vois que je n'ai absolument pas besoin de le préciser, les micros restent coupés pour éviter, évidemment, les interférences. Voilà, j'ai le plaisir de passer la parole à Steven. Dank u wel, Sophie. Goedemiddag allemaal. Ook vanuit Simon Brown, weliswaar van onze home offices, wens ik jullie een warm welkom. Waarover gaan we het hebben het volgende uur? Wel, de wet van april 2019, die onderdeel geworden is van ons wetboek Economisch Recht en beter bekend als de B2B-wet. In dit webinar gaan we ons focussen op slechts één van de 3 delen van de B2B-wet. Het deel dat gaat over de redactie, interpretatie en de rechtmatigheid van contractuele clausules in B2B-relaties. We gaan het dus niet hebben over deel 2, dat betrekking heeft op misbruik van economische afhankelijkheid, of deel 3, in verband met oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Eerst en vooral merken we op dat de wet veel stof heeft doen opwaaien, en dat is vooral omdat hij zeer ruim om zich heen grijpt. De wet heeft een uitermate ruim toepassingsgebied. Zo viseert hij niet alleen kleine ondernemingen, maar ook grote ondernemingen, ook al was het oorspronkelijk de bedoeling dat hij vooral de KMO ging beschermen tegen de grote multinational. Bovendien is hij van toepassing op alle soorten contracten. Alle soorten contracten zijn onderworpen aan die wet, niet alleen koop-verkoop, huur, aanneming, maar ook dading, concessie, handelsagentuur, franchising. En ook niet alleen toetredingscontracten of contracten die algemene voorwaarden in een bijlage hebben. Nee, alle contracten. Ook het voorwerp van de contracten is eigenlijk om het even wat. Roerende goederen, onroerende goederen en diensten worden geviseerd. En er zijn maar een beperkt aantal uitzonderingen. Namelijk voor financiële diensten en overheidsopdrachten. En die zijn voorlopig een uitzondering. Voor wat de temporele toepassing betreft, weten jullie allemaal dat contracten gesloten, hernieuwd of gewijzigd per 1 december onder de wet vallen. We zullen dus stilaan de eerste geschillen zien opduiken in verband met de B2B-wet voor de hoven- en rechtbanken, maar ook in arbitrage. En wat is nu de impact die we mogen verwachten in arbitrageland? Wel, gelet op de vaak onnauwkeurige redactie van de wetsbepalingen, de merkwaardige standpunten vertolkt in de voorbereidende werken en de voorlopige afwezigheid van rechtspraak die ons guidance kan geven, zal de wet in de eerstkomende jaren wellicht aanleiding geven tot een aanzienlijke stroom van commerciële geschillen. Geschillen die we ook typisch in de arbitragewereld behandelen. Wanneer de arbitragewereld voor het eerst kennis nam van de B2B-wet, veroorzaakte dat een storm aan verontwaardiging. De wetgever had het aangedurfd om in de voorbereidende werken arbitrageclausules op de zwarte lijst te zetten. Nadat intelligente mensen deze misvatting van de wetgever hadden geanalyseerd en uitvoerig becommentarieerd, is de storm wat gaan liggen. Maar een diepere studie heeft aangetoond dat er mogelijke andere aandachtspunten zijn in de verhouding tussen de B2B-wet en arbitrage. Zo is er de kwalificatie van de B2B-wet als
politiewet. Opnieuw een kwalificatie die gegeven is in de voorbereidende werken. De eerste spreker van vandaag, Raphaël Jafferali, zal daar verder op ingaan. Daarna zal de tweede spreker, Sander van Look, ingaan op de arbitrageclausule als potentieel verboden clausule, maar hij zal ook verder kijken en nagaan of arbitrage als alternatieve geschillenoplossing ook in het vizier kan komen van andere bepalingen van de B2B-wet. En tot slot, CEPANI omarmt ook andere ADR-vormen, waaronder mediatie. En zal onze derde spreker, derde en laatste, Fanny Loon, nog even ingaan op de impact van de B2B-wet op mediatie. Aangezien mijn toegewezen tijdslimiet ondertussen is opgebruikt en ik ook de leeftijdslimiet voor CEPANI 40 heb overschreden, geef ik graag het woord aan mijn 3 kantoorgenoten die wel nog kwalificeren als CEPANI 40 leden. Raphaël, aan u het woord. Merci beaucoup, Steven. Je vais vous partager tout de suite ma présentation, ce qui vous rendra plus facile à suivre mon exposé. Voilà, voilà. Tout le monde le voit? Parfait. Alors, je vais donc vous parler de la question de savoir si cette fameuse loi du 4 avril 2019 est une loi de police qui s'impose à l'arbitre international. Alors, derrière cette question qui peut paraître simple, se cachent en réalité plusieurs questions. Et la première question à se poser est celle de savoir si oui ou non, en réalité, cette loi est une loi de police. Vous savez qu'une loi de police, c'est une loi qui s'applique indépendamment du droit normalement applicable au contrat. C'est, si vous voulez, une loi qui déroge aux règles ordinaires de conflit de loi. Normalement, en matière contractuelle, la loi choisie par les parties est la loi qui s'applique, mais la loi de police, c'est une loi qui a vocation à s'appliquer de sa propre initiative, unilatéralement, alors même qu'elle n'est pas normalement applicable ou que le droit dont elle est issue n'est pas normalement applicable au contrat. Et pourquoi la question se pose-t-elle? Tout simplement parce que de manière assez péremptoire, dans une affirmation comme ça non justifiée, les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 2019 affirment que celle-ci est une loi de police. Alors cette simple affirmation suscite en réalité un très grand nombre de questions, et comme nous allons le voir, des questions qui peuvent s'avérer potentiellement très problématiques pour le domaine de l'arbitrage. Quelles sont ces questions? La première question, c'est la question même de savoir s'il faut croire le législateur. Alors bien sûr, une loi de police peut résulter d'une qualification expresse dans le texte de la loi, elle peut résulter également de l'intention implicite du législateur, mais encore faut-il que véritablement il s'agisse d'une loi de police. Or, une discussion est possible en la matière, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il existe une controverse sur la notion même de loi de police. Vous savez que dans le règlement Rome 1, la loi de police est définie comme étant une loi qui est jugée cruciale en vue de la sauvegarde des intérêts publics. Et du coup, certains auteurs, et pas des moindres, puisque Pascal Hollander, notamment dans son commentaire de l'arrêt Unamar, a soutenu que seules les véritables lois publiques, les lois d'ordre public, pouvaient être qualifiées comme lois de police, à l'exclusion des lois impératives qui visent à protéger la partie faible. Je vous avoue que je ne partage pas tout à fait cette opinion, et d'autres comme le professeur Neutz estiment comme moi qu'en réalité, même une règle protectrice des intérêts d'une partie faible peut être qualifiée de loi de police. Et je pense que le débat a évolué depuis l'adoption du règlement sur les régimes matrimoniaux, toujours au sein de l'Union européenne, dont le considérant 53 précise que les règles protectrices du logement familial peuvent être qualifiées de loi de police, alors même qu'elles sont des lois impératives. Ce qui, à mon avis, est un argument fort pour élargir la notion de loi de police aux lois protectrices des intérêts privés. Mais il n'en demeure pas moins qu'en droit belge, la controverse demeure et en droit français également. En outre, même si on admet qu'une loi protectrice des intérêts privés peut être une loi de police, la question se pose de savoir si in concreto il s'agit bien d'une loi de police. Et là, la jurisprudence de la Cour de justice est très claire, c'est au juge à exercer in fine un contrôle en la matière, à qualifier correctement la loi. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme les travaux préparatoires n'expliquent pas pourquoi il y a nécessité en la matière d'appliquer la loi du 4 avril 2019, quelle que soit la loi applicable au contrat, eh bien, on peut douter de la question de savoir si c'est véritablement une loi de police, et ce sera certainement un enjeu des discussions qui seront menées devant les juges et devant les arbitres. Pourquoi? Parce que si on admet que c'est une loi de police, eh bien, ça ne répond pas à toutes les questions qu'on peut se poser. Une loi de police, c'est une loi qui s'applique par elle-même, par dérogation aux règles de conflit de loi. Il faut donc qu'il y ait un facteur de rattachement propre à cette loi. Alors pour la loi sur les concessions
de vente exclusive, c'est très simple. Elle le disait elle-même, quel était le facteur de rattachement? C'était l'exécution de la concession en tout ou en partie sur le territoire belge. Mais ici, la loi ne dit rien, puisque ça ne résulte uniquement des travaux préparatoires. Alors, s'il faut essayer d'interpréter la loi pour trouver un critère de rattachement, plusieurs positions peuvent être défendues. La première, c'est qu'il faudrait qu'il y ait conclusion du contrat en Belgique ou exécution du contrat en Belgique. Mais rien dans la loi ne prévoit ce critère-là. Un autre critère, ce serait le fait que l'une des parties a sa résidence habituelle en Belgique. Mais si on veut aller dans la logique d'une loi de police, il faut peut-être même aller plus loin et se demander, ne faut-il pas que ce soit la partie faible qui ait sa résidence habituelle en Belgique, avec la difficulté que la loi du 4 avril 2019 ne définit pas ce que c'est que la partie faible. Toute une série de critères peuvent être utilisés, et donc la partie faible pour une clause pourrait être la partie forte vis-à-vis d'une autre clause. Et donc on a des difficultés à imaginer qu'une loi de police pourrait s'appliquer partiellement à l'égard de certaines clauses et pas à l'égard d'autres clauses, et on voit que ça peut donner lieu à énormément de discussions quand on va devoir concrètement décider d'appliquer ou non cette loi de police. En outre, la qualification de loi de police peut susciter deux ordres de questions supplémentaires. D'abord, on peut se demander si ce n'est pas une norme autolimitée. Cette notion a été consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 avril 2006. Rappelez-vous l'arrêt du 6 avril 2006, vous aviez un contrat qui était soumis au droit belge. Mais la concession exclusive de vente devait être exécutée exclusivement en dehors de la Belgique. Eh bien, la Cour de cassation a décidé que dans ce cas-là, certes le droit belge s'appliquait, mais la loi de 61 refusait de s'appliquer. C'est une norme autolimitée en ce sens que bien qu'elle fasse partie du droit belge, elle refuse de s'appliquer si le critère de rattachement prévu par le législateur n'est pas rempli. On peut se demander si la loi du 4 avril 2019 n'est pas également une norme autolimitée, comme c'est souvent le cas des lois de police. En outre, autre question qu'on peut se poser et que je n'ai pas le temps d'approfondir ici, à supposer même que ce soit une loi de police, est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle n'apporte pas une restriction disproportionnée ou aux libertés européennes de circulation? C'est une question qui pourra faire couler énormément d'encre tellement elle est complexe. Mais je vais supposer, à ce stade, qu'on a affaire à une loi de police comme le dit le législateur. Si c'est une loi de police, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, pour l'arbitrage, cela présente à mon sens deux grandes implications. D'une part, sur le plan de l'arbitrabilité, donc ça c'est plutôt un problème qui concerne le juge qui est confronté à une clause d'arbitrage ou à une sentence arbitrale, et d'autre part, qu'en est-il pour l'arbitre lui-même? Comment doit-il appliquer cette loi? Je commence par la première question. Qu'en est-il de l'arbitrabilité et du rapport entre l'arbitrabilité et les lois de police? Ici aussi, la voie a été pavée par la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux concessions exclusives de vente, même s'il y a une différence formelle, c'est que la loi sur les concessions exclusives de vente prévoyait expressément que le juge belge était compétent. Et donc, on pouvait en déduire assez facilement que l'arbitre ne pouvait pas valablement se saisir, du moins dans certaines circonstances. Ici, il n'y a pas d'équivalent dans la loi B2B. La loi B2B ne dit pas que le juge belge est toujours compétent pour l'appliquer. Alors, néanmoins, il me semble, mais c'est discutable et ce sera sans doute discuté, que ce n'est pas un élément déterminant du raisonnement de la Cour de cassation en matière d'arbitrabilité des lois de police, qu'elle se fonde plutôt sur la nature des lois de police et que le fait qu'il y ait la compétence exclusive du juge belge stipulée, ou prévue par la loi plutôt, n'est qu'un argument supplémentaire, mais n'est pas déterminant du raisonnement de la Cour. Mais ça aussi, il faudra sans doute en discuter. En tout cas, quel est l'état du raisonnement de la Cour de cassation? Eh bien, on a une jurisprudence quand même relativement fournie à ce stade-ci. On sait que le juge belge doit appliquer les lois de police belges impérativement au stade du déclinatoire de juridiction. On sait que le déclinatoire de juridiction, on pourra apprécier si oui ou non le litige est arbitrable, au stade où on saisit un juge belge et on lui oppose la juridiction des tribunaux arbitraux, eh bien le juge doit apprécier si oui ou non le litige est arbitrable et il doit l'apprécier en partie du moins au regard de la lex fori. Il doit vérifier au regard de la lex fori si oui ou non cela est conforme aux lois de police belges. La Cour de cassation l'a confirmé de manière tout à fait claire alors que c'était controversé en 2006. On sait par contre depuis beaucoup plus longtemps, depuis 1979, le fameux arrêt Audi NSU, qu'au stade de la reconnaissance et de l'exéquatur, on applique aussi les lois de police belges à titre de lex fori. Et enfin, c'est assez logique, c'est le complément. Si le siège de l'arbitrage est situé en Belgique, les lois de police belges vont s'appliquer également pour apprécier si oui ou non il y a lieu d'annuler la sentence arbitrale qui aurait statué sur un litige non arbitrable selon les critères belges. Est-ce qu'un litige relevant des lois de police belges est arbitrable aux yeux du juge belge? La question en réalité est nuancée. L'arbitrabilité, nous dit la Cour de cassation en 1979, est exclue si le recours à l'arbitrage a pour but ou pour effet l'application d'une loi étrangère et donc l'évitement de la loi de police. Alors, il y a pas mal de choses à dire par rapport à cela, mais le résultat concret, c'est que si on veut éviter toute difficulté, il faudrait théoriquement soumettre le contrat au droit belge.
Alors c'est plus nuancé que ça parce qu'en réalité, en 2011, la Cour de cassation, de manière assez implicite, mais à mon avis de manière claire, a admis qu'on puisse soumettre le litige à une loi étrangère à condition que celui-ci offre des garanties similaires à la loi de police belge. Et ça va donner lieu à des belles discussions sur la question de savoir quel est ou quels sont les ordres juridiques qui offrent des garanties similaires à la loi du 4 avril 2019 en termes de protection des clauses abusives dans les rapports B2B. On sait par exemple qu'il existe une réglementation des clauses abusives B2B en droit français, en droit néerlandais ou en droit allemand, mais à certains égards, cette réglementation va moins loin que la réglementation belge, puisqu'il y a le critère du déséquilibre manifeste, mais il n'y a pas de la même manière les listes noires et les listes grises en matière B2B. Et en outre, dans certains cas, on restreint la protection aux contrats d'adhésion ou aux conditions générales, mais pas de manière tout à fait aussi générale à tous les contrats, comme c'est le cas de la loi belge. Donc on pourra avoir une discussion sur le fait de savoir si oui ou non il y a des garanties similaires dans un autre droit, mais la conséquence est extrêmement importante. Et je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus parce que ça me paraît dangereux. Si la loi n'est pas interprétée de manière raisonnable et si elle n'est pas modifiée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que théoriquement, on crée une insécurité juridique. Parce que chaque fois qu'on aura un arbitrage auquel est partie une société belge, eh bien, c'est donner un argument à cette société belge pour dire que la clause d'arbitrage est nulle dès que le siège de l'arbitrage est à l'étranger, ou en tout cas dès qu'on soumet cet arbitrage à un droit étranger qui n'offrirait pas les mêmes garanties que la loi belge. Et donc, ça crée, me semble-t-il, quand même une insécurité juridique au niveau de l'arbitrage, même si, comme je vous l'ai montré, la qualification de loi de police pose beaucoup de questions, le critère de rattachement pose beaucoup de questions. Donc, il y a des solutions pour s'en sortir, y compris au regard du critère de la garantie similaire, mais je crains que ça donne lieu à une certaine flibuste judiciaire à l'encontre des clauses arbitrales liant des sociétés belges à l'avenir. Alors ça, c'est le risque en amont. Quand on rédige la clause d'arbitrage, on peut se demander, tiens, est-ce que oui ou non elle est valable si on ne la soumet pas au droit belge et si on ne soumet pas le contrat au droit belge? On peut maintenant se poser la question en aval, comment doit réagir l'arbitre international? Imaginez, vous êtes arbitre, vous vous dites tout ça, ça ne m'intéresse pas, moi je veux statuer sur base de la loi choisie par les parties, et puis tout d'un coup, l'une des parties vient vous invoquer cette loi de police belge. Alors, l'arbitre doit évidemment normalement appliquer la loi choisie par les parties. Il n'est pas lié par les lois de police belges, ce n'est pas un juge. Le juge belge est un organe d'État belge, donc respecter les lois de police belge. En tant que tel, vous savez bien que l'arbitre n'est pas rattaché, en tout cas dans la conception moderne, à un ordre juridique particulier. Il est largement détaché des ordres juridiques sous réserve de l'ordre juridique du siège et encore. Et donc, a priori, il n'est pas lié par les lois de police belge. Néanmoins, il peut, dans une certaine mesure, appliquer les lois de police, et en particulier la loi du 4 avril 2019, si on admet que c'est une loi de police belge, mais dans des hypothèses assez variées. Tout d'abord, il semble avoir un relatif consensus sur le fait que si le siège de l'arbitrage est fixé en Belgique, et si les lois du siège de l'arbitrage rendent inarbitrable un litige parce qu'il viole des lois de police du fort, l'arbitre peut, au minimum et sans doute même doit, appliquer ces lois de police afin d'éviter l'annulation de sa sentence. Parce qu'il vaut mieux que l'arbitre applique les lois de police du fort, et notamment la loi du 4 avril 2019, plutôt que de voir sa sentence s'exposer à un recours en annulation. Son premier devoir est de rendre une sentence valable. En outre, même si le siège de l'arbitrage n'est pas situé en Belgique, il se peut que l'une des parties invoque la loi belge comme étant une cause qui l'empêche d'exécuter le contrat. Et ce faisant, l'arbitre va pouvoir tenir compte de l'existence, me semble-t-il, de cette loi de police à titre de cas de force majeure retenu comme étant un obstacle de fait à l'exécution du contrat. Donc l'arbitre n'applique pas la loi de police, il ne l'applique pas comme une règle de droit. Il constate simplement que cette loi existe à titre de fait et qu'elle peut constituer un obstacle de fait, par exemple s'il y a une ordonnance de référé qui interdirait l'exécution d'un contrat qui serait nul au titre de cette loi de police. C'est un fait dont, à mon avis, il doit pouvoir tenir compte. Alors pour le reste, tout ça est déjà compliqué, mais ça devient encore plus compliqué, encore plus controversé quand on lit la doctrine internationale privatiste et arbitragiste sur la question de l'application des lois de police. Est-ce que l'arbitre peut appliquer la loi de police qui ne serait pas la loi du siège, mais qui présenterait des liens étroits avec le litige? Donc on a un litige qui a priori n'a pas son siège en Belgique, le siège de l'arbitrage n'est pas en Belgique, mais il y a des liens étroits avec la Belgique parce que par exemple il y a un contrat qui a été conclu en Belgique, un lieu d'exécution en Belgique, l'une des parties qui serait la partie faible qui a son siège en Belgique, bien que l'arbitrage ait son siège à l'étranger. Certains auteurs considèrent que l'arbitre peut, dans ce cas-là, appliquer la loi de police étrangère qui est pertinente, parce que même si les parties ont choisi une autre loi,
implicitement, elles auraient quand même permis à l'arbitre de tenir compte des lois de police qui présentent un lien étroit avec le litige. C'est controversé, et donc je ne peux pas vous garantir que ça risque d'arriver, mais en tout cas c'est une possibilité. Une autre chose qui est controversée, c'est la question de savoir si l'arbitre doit tenir compte des lois de police du lieu d'exécution de la sentence. Alors l'optique, elle est pragmatique également dans cette hypothèse-là, puisque l'idée c'est de rendre une sentence la plus efficace possible. Or, à quoi ça sert de rendre une sentence dont on sait qu'elle ne sera pas reconnue ou elle ne sera pas exécutée? À cela, d'aucuns objectent qu'il est souvent difficile de déterminer où la sentence va être exécutée, parce qu'elle peut être exécutée dans différents États, et en outre, tout cela peut varier au fil du temps, et on ne peut pas non plus rendre une sentence qui soit conforme aux lois du monde entier. Et donc cela également est controversé, mais il me semble qu'en tant qu'arbitres internationaux, ce sont des questions auxquelles vous risquez d'être confrontés au cours des années à venir, et cela promet, me semble-t-il, de belles discussions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de questions à ce stade dans la boîte de chat. Mais est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole et poser une question à Raphaël? Le plus simple est peut-être d'utiliser la fonction « lever la main ». Voilà, exactement. Pas de questions? Bon, on y reviendra. Le plus dur est toujours la première, une fois que les questions seront lancées. Peut-être que ça reviendra. On pourra de toute façon, si on a encore le temps, y revenir par la suite. Je donne alors la parole à Sander. Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie de slides kunnen zien. Perfect. Voor eerst hartelijk dank aan Sipani 40 en Sophie en Sigrid voor de organisatie en de vriendelijke uitnodiging om vanmiddag deel te nemen aan dit webinar. Het is een boutade dat er twee dingen zijn waarvan je maar beter niet kunt zien hoe ze gemaakt worden. Worsten en wetten. En dat geldt met name voor de B2B-wet. Die wet is, zoals al gezegd vanmiddag, is op een drafje door het parlement geduwd zonder enig parlementair debat die naam waardig. En niet alleen de wet, maar vooral ook die memorie van toelichting heeft meerdere wenkbrauwen doen fronsen. Die is namelijk heel vaak juridisch onnauwkeurig en in het algemeen verschaft ze onvoldoende verduidelijking of creëert ze zelfs nog meer onzekerheid voor de toepassing van de wet. Maar die memorie van toelichting was vooral berucht door één klein zinnetje. Une petite phrase qui tue, of in dit geval une petite phrase qui tue l'arbitrage. Want in één zinnetje werd namelijk gesuggereerd dat arbitragebedingen voortaan sowieso oneerlijke bedingen zouden zijn en nietig. En in de komende minuten wil ik met u overlopen dat dit helemaal niet correct is en dat arbitragebedingen dus helemaal niet ten dode zijn opgeschreven. Zoals u weet bevat de regeling voor oneerlijke bedingen, zoals is neergelegd in de B2B-wet, een algemeen criterium dat vergelijkbaar is met het algemeen criterium in het consumentenrecht. En daarnaast ook een zwarte en een grijze lijst. En de bedingen op de grijze lijst die worden vermoed oneerlijk te zijn, maar daar kan nog een tegenbewijs worden geleverd om het beding toch nog te redden. Daarentegen, de bedingen die op de zwarte lijst figureren, die zijn sowieso oneerlijk zonder dat daar een tegenbewijs mogelijk is. Welnu, artikel Romeinse 691/4 van het Wetboek Economisch Recht zegt dat bevat dus die regeling van die zwarte lijst. En ten derde van die bepaling stelt dat de bedingen onrechtmatig zijn in geval van betwisting de andere partij te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming. En in de memorie van toelichting staat over dat beding het volgende beruchte zinnetje. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan clausules waarbij de andere partij tot arbitrage verplicht wordt. De wetgever lijkt er dus van uit te gaan dat arbitragebedingen oneerlijk zouden zijn en in de rechtsleer is, zoals ook al reeds gezegd, terecht unisono verdedigd dat die opmerking volstrekt onjuist is. Want ten eerste viseert dat verbod zogenaamde eigenrichtingsbedingen. En ten eerste
Het artikel verbiedt bedingen die dus elk middel van verhaal uitsluiten. En dat is in ieder geval niet zo bij arbitrage. Want wanneer partijen een overeenkomst een arbitragebeding opnemen, dan kiezen ze ervoor om een geschil niet aan de overheidsrechter voor te leggen, maar aan een arbitraal tribunaal, dat over dat geschil zal oordelen. Dus er is dus geen sprake van dat elk middel van verhaal wordt uitgesloten. Integendeel, er wordt slechts één middel van verhaal uitgesloten, maar een ander wordt opengesteld. Ten tweede geeft de wetgever aan dat de ratio legis van dat verbod eigenlijk in artikel 6 EVRM schuilt, het recht op een eerlijk proces. Welnu, volgens de constante rechtspraak ook van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, is een arbitragebeding aan zich niet strijdig met artikel 6. Bijvoorbeeld in de zaak Moetwen-Pechstein werd bevestigd dat partijen vrij zijn om in te stemmen met arbitrage en daarbij op een vrijwillige basis afstand kunnen doen van bepaalde rechten die gegarandeerd worden door artikel 6. Maar een dergelijke afstand is verenigbaar met artikel 6 IVRM, zolang die vrij, geldig en ondubbelzinnig is. Ten derde is het interessant om te kijken naar artikel Romeinse 6, 83 ten 22e. En daar vinden we in gelijkaardige bewoordingen dat verbod voor in een consumentencontext, in een B2C-context. En daar gaat men ervan uit dat dat artikel geen betrekking heeft op arbitragebedingen. Dus het zou ook vreemd zijn om artikel 91/4 ten derde van toepassing te verklaren op arbitragebedingen. En ten vierde blijkt ook uit andere delen van de memorie van toelichting dat het verbod eigenlijk alleen slaat op echte eigenrichtingsbedingen en dus niet op arbitragebedingen. Namelijk bedingen die elke rechtelijke of arbitrale tussenkomst uitsluiten. Zo stelt de wetgever zelf dat die bedingen de onderneming volledig overleveren aan de willekeur van haar medecontractant en daar zelfs het recht zullen ontnemen om in rechten op te treden. Het is duidelijk dat dit niet het geval is voor arbitragebedingen. Dus arbitragebedingen worden niet geviseerd door de zwarte lijst, maar dat betekent nog niet dat we uit de gevarenzone zijn. Een arbitragebeding zou namelijk oneerlijk kunnen zijn op basis van het algemeen criterium. Het algemeen criterium, dat is geïnspireerd, zoals gezegd, op die consumentenrechtelijke regels, is neergelegd in artikel Romeinse 6, 91/3 van het Wetboek Economisch Recht. En volgens dat artikel is elk beding van een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen dat alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en de plichten van de partijen onrechtmatig. En zoals al gezegd heeft dat artikel een erg ruim toepassingsgebied. Het is in principe van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemingen. En verder maakt de wet ook geen uitdrukkelijk onderscheid tussen bedingen in algemene voorwaarden of bedingen waarover afzonderlijk is onderhandeld. Niettemin moet men goed voor ogen houden dat het artikel geen vrijbrief is voor de rechter om ongeremd in te gaan grijpen in een overeenkomst. Om oneerlijk te zijn, moet het beding immers een kennelijk onevenwicht scheppen. En dat wijst erop dat de rechter slechts een marginale toetsing zal uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij rechtsmisbruik. De rechter moet zich dus terughoudend gaan opstellen. Daarnaast kan het beding ook niet geïsoleerd worden getoetst, maar is een contextuele interpretatie vereist. Zo stelt artikel 391/3, het tweede paragraaf, dat de rechter onder meer rekening moet houden met alle omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst, de algemene economie van de overeenkomst en ook de geldende handelsgebruiken. En dat betekent dat de rechter in concreto wel rekening kan houden met bijvoorbeeld de onderlinge machtspositie van de partijen, de vraag of het beding is opgenomen in algemene voorwaarden of dat er afzonderlijk is over onderhandeld. De rechter kan ook rekening houden met de bijstand en de ervaring van de partijen en dergelijke meer. Op basis daarvan moet men eigenlijk al reeds afleiden dat een arbitragebeding op zich geen kennelijk onevenwicht schept. Want in de eerste plaats gelden de voor- en nadelen die met arbitrage verbonden zijn in principe immers op gelijke wijze voor de beide partijen. En op zich wordt er dus geen van de partijen bevoordeeld ten koste van de andere. Ten tweede stelt men ook vast dat arbitrage een alternatieve vorm is van geschillenbeslechting die niet alleen wettelijk erkend is, maar ook door de wetgever actief wordt gepromoot.
Bijvoorbeeld bij de hervorming in 2013 sprak de wetgever de uitdrukkelijke doelstelling uit om België aantrekkelijk te maken voor arbitrage. Daaruit blijkt eens te meer dat de keuze voor arbitrage op zich legitiem is. En ten derde wordt dat uitgangspunt ook bevestigd in de rechtspraak. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel, bijvoorbeeld in 2014, dat een arbitragebeding opgenomen in algemene voorwaarden geen volstrekt ongebruikelijke of buitensporige bedingen zijn. En dat geldt op zich niet alleen in het internationaal handelsverkeer, maar ook meer algemeen in het intern Belgische ondernemingsleven. Interessant in dit opzicht is ook een arrest van het Duitse Bundesgerichtshof uit 2005. En volgens dat hof vormt een in algemene voorwaarden vastgelegd arbitragebeding op zichzelf geen onredelijk nadeel voor de andere partij. En meer bepaald moet de gebruiker van die algemene voorwaarden, en dus van dat arbitragebeding, die keuze voor arbitrage niet gaan rechtvaardigen. Dus een arbitragebeding schept in beginsel geen kennelijk onevenwicht. De vraag rijst dus of er nu omstandigheden zijn waarin dat wel het geval zou kunnen zijn. En als uitgangspunt geldt daarbij dat de keuze voor arbitrage op zich legitiem is en op zich geen bijzondere rechtvaardiging vereist. Het is dus slechts in bepaalde bijzondere gevallen dat een arbitragebeding oneerlijk zou kunnen zijn. En bij die beoordeling kan men zich bijvoorbeeld laten leiden door de algemene principes in zaken arbitrage, zoals die zijn vastgelegd in het gerechtelijk wetboek en ook in de praktijk worden toegepast. Een recent cassatiearrest van 7 november 2019 geeft aan dat in bepaalde gevallen een arbitragebeding nietig zou kunnen zijn wanneer het kennelijk onredelijke financiële voorwaarden oplegt. En wat was het geval in die zaak? Daar was er een arbitragebeding voorzien dat ook voorzag in een beroepsprocedure. En nadat de verweerder bij de arbitrage werd veroordeeld tot betaling van een bedrag van ongeveer €40.000, tekende die partij hoger beroep aan bij de arbitrageinstelling. Maar aangezien zij het voorschot van €15.000 niet betaalde, werd dat hoger beroep geacht te zijn ingetrokken. Daarna wendde de verweerder zich tot de rechtbank om die award nietig te laten verklaren. Uiteindelijk kwam de zaak voor het Hof van Cassatie terecht en dat oordeelde dat een partij dat recht op hoger beroep moet aanwenden vooraleer die een vordering tot nietigheid kan instellen. Maar het Hof van Cassatie voegde daaraan toe dat dit er niet toe kan leiden dat partijen de facto de toegang tot de vernietigingsprocedure wordt ontzegd. En dat is opnieuw volgens Hof van Cassatie het geval wanneer er kennelijke, onredelijke financiële voorwaarden worden gesteld aan het uitputten van de rechtsmiddelen voorafgaand aan de vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak. Op dat arrest is terecht wat kritiek gevloeid of geuit, aangezien het criterium op zich van kennelijke onredelijke voorwaarden erg onduidelijk en nietszeggend is, en ook omdat het niet wordt nader toegelicht. En het lijkt erop dat het Hof van Cassatie slechts gekeken heeft naar het bedrag dat ter discussie stond, die €40.000, en de kosten van het voorschot voor de beroepsprocedure, die €15.000. En daarbij kan men ten eerste al de vraag stellen of dat voorschot op zich wel zo overdreven was, en verder of een rechter die gaat oordelen of er kennelijk onredelijke voorwaarden zijn, of die geen rekening moet houden met andere elementen van de zaak, bijvoorbeeld de marktpraktijken en natuurlijk ook de barema's van andere arbitrageinstellingen. Wat er ook van zij, dit arrest toont in ieder geval aan dat een partij een arbitragebeding zou kunnen proberen aan te vechten met het argument dat het kennelijk onredelijke financiële voorwaarden oplegt en bijgevolg dus een oneerlijk beding is. Maar zoals al gezegd, zal de rechter daarbij erg terughoudend moeten te werk gaan. Ter vergelijking, in een arrest van 1997 van de Nederlandse Hoge Raad werd bijvoorbeeld het tegenovergestelde geoordeeld en daar werd geoordeeld dat het beroep op een arbitragebeding voor een op zich eenvoudige vordering van geringe omvang aan zich geen rechtsmisbruik uitmaakt. Een ander mogelijk probleem zou kunnen bestaan in de aanstelling en samenstelling van het arbitraal tribunaal. En met name wanneer één partij daarbij een bepalende invloed zou hebben. Voor de hervorming van 2013 bepaalde artikel 1678 dat een overeenkomst tot arbitrage niet geldig is indien daarin aan een van de partijen een bevoorrechte positie
bij de aanwijzing van de arbiters is toegekend. Die regel liever is in het huidige recht niet hernomen, maar artikel 1699 bepaalt wel dat de partijen op voet van gelijkheid moeten worden behandeld. En wel nu, een arbitragebeding waarbij slechts één partij het tribunaal zou kunnen samenstellen, zou een kennelijk onevenwicht kunnen creëren. En dat zou bijvoorbeeld ook het geval kunnen zijn, en daarvan zijn er ook gevallen reeds in de rechtspraak, wanneer het arbitragebeding de arbitrage zou toevertrouwen aan een beroepsorganisatie waartoe slechts één van de partijen behoort. Maar opnieuw, de rechter zal daar moeten rekening houden met alle omstandigheden van de zaak. Een andere reden waarom een arbitragebeding een kennelijk onevenwicht zou kunnen creëren, is de plaats en wijze van de arbitrage. En dat probleem werd zeer mooi geïllustreerd door verschillende procedures van de Subway franchisees in Duitsland. De uitbaters van die broodjeszaken, dus de franchisees, sloten een overeenkomst met de Nederlandse Subway-vennootschap. In die franchise-overeenkomst werd een keuze gemaakt voor Liechtensteins recht en werd gekozen voor arbitrage in de Verenigde Staten van Amerika, waar de moedervennootschap van Subway is gevestigd. En nadat er verschillende geschillen waren ontstaan, startte Subway een arbitrageprocedure in New York en werden ook de franchise-nemers opgeroepen. Die namen echter niet deel aan de procedure en werden veroordeeld. Nadien, toen Subway die awards wilde laten ten uitvoer leggen in Duitsland, verzetten die franchise-nemers zich succesvol tegen de tenuitvoerlegging van die awards. Want aangezien Liechtenstein het Oostenrijkse burgerlijk wetboek hanteert, was paragraaf 789 van dat burgerlijk wetboek van toepassing. En die paragraaf verbiedt een beding in algemene voorwaarden dat een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen creëert. En dus op basis van dat artikel oordeelden 3 Oberlandesgerichten, dus hoven van beroep in Duitsland, dat de arbitragebedingen nietig waren. Volgens de hoven maakte Subway misbruik van haar machtspositie door te voorzien in een systeem van geschillenbeslechting dat overdreven moeilijkheden en kosten voor de franchise-nemers veroorzaakte en hen eigenlijk de facto verhinderde hun rechten te verdedigen op een manier die wel erg voordelig was voor haarzelf. Hoewel ik moet toegeven dat de concrete motivering van die arresten niet steeds zeer sterk is, blijkt er wel uit dat de hoven vonden dat Subway een misbruik had gemaakt van het structureel onevenwicht tussen de partijen. En overigens in een gelijkaardig geval oordeelde ook het Hof van Beroep in Amsterdam op dezelfde wijze. Volgens het Hof in Amsterdam was er geen reden waarom een franchise-nemer die zijn broodjeszaak in Enschede exploiteerde en die contracteerde met een Nederlandse Subway-vennootschap naar de VS zou moeten gaan voor de behandeling van een geschil. Die rechtspraak geeft eigenlijk aan hoe belangrijk het is om alle concrete omstandigheden te betrekken om te beoordelen of een arbitragebeding oneerlijk zal zijn of niet. En daarom is het eigenlijk onmogelijk om in abstracto te zeggen wat zal passeren en wat niet. Want op zich is er natuurlijk niets op tegen dat partijen kiezen voor arbitrage in een ander land of in een andere taal. Maar wanneer die keuze is opgenomen in algemene voorwaarden en opgelegd wordt door een partij die een veel sterkere machtspositie inneemt en zich daardoor een voordeel verschaft dat eigenlijk ten koste gaat, of manifest ten koste zou gaan van de zwakkere partij, dan bestaat er wel een risico dat dat beding oneerlijk zal worden beschouwd. Maar opnieuw moet ik hierbij benadrukken dat een rechter zich bij die beoordeling erg terughoudend zal moeten opstellen. Dank u wel voor de aandacht. Dankjewel Sander voor deze zeer duidelijke en heldere uiteenzetting die al veel vragen heeft beantwoord. Ik zie dat Pascal Hollander jou een vraag had gesteld over het financiële aspect van het onevenwicht. Je hebt er al deels op geantwoord in verband met het cassatiearrest van 7 november 2019. Maar Pascal, ik geef aan jou het woord om jouw vraag verder toe te lichten aan Sander. Oui, bonjour tout le monde. En fait, j'ai posé ma question trop vite parce que Sander a répondu à la question 1 minute après que je l'ai indiqué. Donc, je pense qu'elle est un peu inutile maintenant. Voilà. Et c'était très clair ce qu'il a dit. Dankjewel Pascal. Zijn er nog andere vragen of anderen die eventueel het hand willen opsteken om een interventie duidelijk te maken?
Nee. Dan denk ik, Sander, dat je inderdaad heel duidelijk en volledig bent geweest. In elk geval op het einde is er natuurlijk nog het Q&A-moment, dus u kan uw vragen desgevallen nog opsparen. Dan geef ik nu graag het woord door aan Fanny in verband met het aspect mediatie. Alors, je vais partager mes slides. Alors, est-ce que vous les voyez apparaître? Oui. Si tu veux, tu peux passer en mode lecture dans l'onglet affichage, là, dont on parlait tantôt. Oui. Alors... Voilà. Ils apparaissent clairement maintenant, sauf que moi, je ne les vois par contre pas sur mon écran, ce qui est bizarre. Ok, bon. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc il me revient de clôturer ce webinaire aujourd'hui avec un changement d'orientation, puisque je ne vais pas vous parler d'un autre aspect de la loi B2B affectant l'arbitrage, mais bien de l'impact de cette nouvelle réglementation en matière de médiation, donc cet autre mode alternatif de résolution des conflits qui est également prôné par le CEPANI. Alors, pour commencer, tout d'abord, et vous le savez probablement tous, la médiation a subi un lifting relativement récent via la loi du 18 juin 2018, qui a notamment donc introduit cet article 1723-1 du Code judiciaire, nous donnant la définition de la médiation. C'est donc un processus confidentiel qui est en principe mené sur une base volontaire, même si la loi de 2018 remet un peu ce point en question puisqu'elle permet au juge de l'imposer dans certaines conditions, qui se déroule avec le concours d'un tiers, indépendant, neutre et impartial, le médiateur, j'y reviendrai, dont le rôle est donc de faciliter la communication entre les parties pour les amener elles-mêmes à trouver une solution. La médiation donc diffère sensiblement de l'arbitrage, tant par son cadre plus souple, qu'au niveau du rôle du médiateur qui ne tranche pas à l'inverse de l'arbitre, et de manière plus générale au niveau de sa philosophie, puisque le but de la médiation, c'est d'arriver en bout de course à un accord sage, win-win pour les parties, en tentant de préserver la relation, alors que l'arbitre va trancher à l'image d'un juge, et il y aura donc un gagnant et un perdant. Il me semblait important de remettre les choses dans leur contexte et d'avoir bien ces différences en tête pour aborder la suite de cette analyse. Le médiateur, son rôle, ses obligations face au droit, ce sont vraiment les points qui vont constituer le cœur de mon examen aujourd'hui. Et avant de plonger vraiment dans la problématique particulière de la loi B2B, il me semblait intéressant de revenir sur les règles de base applicables en matière de médiation et en particulier aux médiateurs. Quelles sont les caractéristiques, les qualités du médiateur? Eh bien, tout d'abord, le médiateur doit être un tiers neutre. Il s'interdit tout rôle actif dans la solution, puisque en matière de médiation, la solution appartient aux parties. Il doit être indépendant, c'est la même chose que pour l'arbitre. Et le Code judiciaire indique également qu'il doit être impartial. Le terme impartial est sans doute mal utilisé, puisque le médiateur n'a pas de pouvoir de décision. Il aurait sans doute été plus approprié de parler de multipartialité, le médiateur devant donner la même place à chacune des parties et avoir la même empathie par rapport à chacune d'entre elles. Le rôle du médiateur, c'est donc de rétablir un dialogue entre les parties et de les amener, en cherchant leurs intérêts et leurs besoins réels, à trouver la solution par eux-mêmes, une solution pérenne et consensuelle à leur conflit. Alors, évidemment, dans le cadre de sa mission, le médiateur doit respecter une série d'obligations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, ce sont les obligations du médiateur face au droit. Alors, il y a peu de choses dans le Code judiciaire, mais il y a quand même cette règle de base
qui se trouve à l'article 1733 alinéa 2 du Code judiciaire et en vertu de laquelle le médiateur est tenu au respect de l'ordre public, le juge pouvant refuser d'homologuer un accord de médiation qui viole une règle d'ordre public, ainsi que l'intérêt des enfants si on est en matière familiale. J'ajouterai également que si vous êtes un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation, de manière générale, vous êtes tenu à un devoir d'analyse de la qualité juridique de la solution. Mais finalement, ces règles concernent en réalité la fin de la médiation, le moment où on est à la solution, on va rédiger l'entente. Pour le reste de la médiation, la seule chose auquel est tenu le médiateur, c'est de rester neutre, ne pas trancher, ne pas donner la solution au litige. Et dans ce cadre, il doit bien faire la distinction entre les droits et les obligations des parties et leurs besoins et leurs intérêts. Si vous êtes un médiateur juriste ou avocat, il faut vraiment se déprogrammer, si je puis dire, et ne pas envisager les parties en termes de droits et d'obligations, mais bien focaliser sur les besoins et leurs intérêts en vue d'arriver à un accord sage équilibré. En réalité, là, je vous décris la médiation facilitative où donc le rôle du médiateur reste passif au niveau de la solution. À côté de ça, et je dois le mentionner, vous avez l'hypothèse de la médiation évaluative, où là, le médiateur s'implique plus puisqu'il va parfois donner un avis, par exemple un avis en droit. C'est le cas lorsque les parties choisissent un médiateur justement en raison de ses connaissances et vont lui demander de donner un avis. Donc le médiateur, dans ce cas-là, joue un peu le rôle d'expert. Ce type de médiation est assez risqué. Pourquoi? Parce que le médiateur risque, en donnant cet avis, de perdre son exigence d'impartialité et de neutralité aux yeux d'une ou de plusieurs parties, ce qui peut avoir, in fine, un impact fatal sur l'issue de la médiation. Alors, voilà pour le rappel des règles générales. Plongeons maintenant dans la problématique du jour et l'impact de cette loi B2B sur les clauses abusives en matière de médiation et plus particulièrement à l'égard du médiateur. En réalité, je pense que la question doit être analysée à deux niveaux. Tout d'abord, au moment de l'ouverture de la médiation et pendant son cours, donc en amont de la médiation, et ensuite en aval, au moment de la rédaction et de la conclusion de l'entente. Première question, est-ce qu'un litige qui oppose les parties, notamment sur l'application de la loi B2B sur les clauses abusives, est médiable? La réponse est oui. Les parties peuvent transiger sur une loi impérative, voire d'ordre public. J'y reviendrai. C'est au moment de la solution que les problèmes pourront se poser, mais au niveau de la médiabilité, pas de problème. De même, ce n'est pas parce qu'un contrat contiendrait une clause nulle parce qu'elle viole la loi B2B que cela entraîne la nullité de l'éventuelle clause de médiation qu'il contient. Donc, pour cette première question, une réponse relativement simple. Deuxième question, deuxième moment de la médiation. Que doit faire le médiateur lorsqu'il se trouve face à un conflit où le cœur du litige entre les parties, c'est la validité contestée d'un contrat qui contient une clause abusive? Le médiateur, en tout cas dans une médiation facilitative, n'a pas vocation à donner son avis en droit. Par ailleurs, c'est vrai que tous les médiateurs ne sont pas des juristes non plus. Néanmoins, si le médiateur a une connaissance du droit, il peut donner une information juridique, mais ça doit être une information juridique objective. Il doit se limiter à énoncer les règles applicables. Donc, si on l'applique à l'hypothèse de la loi B2B, le médiateur va pouvoir indiquer qu'il existe donc cette nouvelle loi B2B, que cette loi fait la distinction entre les clauses abusives liste noire présumées irréfragablement nulles et les clauses abusives liste grise où il y a une présomption de caractère abusif mais qui peut être renversée et également évoquer le critère général de la loi qui sanctionne les clauses qui introduiraient un déséquilibre manifeste entre les entreprises. Et il devra s'arrêter là. Pour le surplus, il me semble que le médiateur doit reporter la discussion vers les conseils des parties,
d'où l'intérêt d'avoir des avocats dans une médiation. Et donc ce sera au conseil des parties de jouer le rôle de conseil en informant les clients sur l'application de la loi et en donnant un avis sur le caractère abusif d'une clause. Le médiateur pourrait éventuellement pousser les parties ou leur conseil à faire un test de réalité qui consisterait à en fait poser la question: que se passe-t-il si une procédure était introduite? Quels seraient les faits sur la clause qui figure dans le contrat? On conseille généralement de faire ce test de réalité en caucus parce qu'il peut mettre une partie face aux contradictions ou aux faiblesses de son argumentation et donc lui faire perdre la face. En préparant le webinaire, je me suis également posé la question de savoir si une autre option ne serait pas de faire appel à un tiers qui serait expert de la matière, de la loi B2B, qui rendrait un avis contraignant sur la nullité éventuelle de la clause qui fait l'objet du litige. Techniquement, c'est possible. Maintenant, je ne suis finalement pas certaine que ce soit la bonne option ici, parce qu'avec cet avis contraignant sur la nullité, je me demande si cela ne risque pas, par après, au moment de la discussion de l'entente, voire après la conclusion de l'entente, est-ce que ça ne va pas engendrer d'autres problèmes? Est-ce que les parties ne vont pas contester cet avis? Est-ce que finalement, on ne va pas faire pire que mieux avec un avis contraignant d'un expert? Et donc, finalement, mais encore une fois, ici, ce n'est que des pistes de solutions. Il me semble que la meilleure option, c'est vraiment de renvoyer les parties vers leur conseil. Et s'ils n'en ont pas dans la médiation, eh bien, de les inviter à prendre l'avis d'un expert sur la question, chacune de leur côté. Évidemment, les limites pour le médiateur, c'est qu'il ne peut pas cautionner une solution qui est contraire à l'ordre public. Ce qui m'amène à la dernière phase de la médiation, le moment où les parties rédigent et concluent leur entente, leur accord de médiation. Que va faire le médiateur lorsqu'il se retrouve face à un projet d'entente qui connaît une clause abusive? On en revient à la règle de base que j'évoquais tout à l'heure, l'article 1733, alinéa 2 du Code judiciaire, qui nous dit que le médiateur ne peut accepter une solution contraire à l'ordre public. Alors une question se pose immédiatement, est-ce que la loi B2B peut être considérée comme une loi d'ordre public? Dans la loi elle-même, on parle de dispositions impératives. Alors, je me suis intéressée et j'ai cherché des commentaires sur cet article 1733 alinéa 2. Il n'y en a pas beaucoup sur la notion, la définition d'ordre public. Néanmoins, j'ai trouvé dans la proposition de loi de 2005 et aussi dans certains commentaires de doctrine, des commentaires qui disaient donc que l'ordre public doit s'envisager dans un sens large comme englobant les dispositions impératives. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans la directive 2008-52 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. C'est vrai qu'elle n'a pas encore été transposée en droit belge, mais c'est ce qui est prévu aussi au niveau de l'interprétation de l'ordre public. Donc, oui, la loi B2B peut être considérée comme une loi qui rentre dans la définition de l'ordre public de l'article 1733 et donc à laquelle le médiateur doit être particulièrement attentif au moment de la rédaction de l'entente, sous peine d'une part d'engager sa responsabilité et d'autre part de voir l'accord de médiation qui ne serait pas homologué par le tribunal. Alors, très concrètement, que va faire le médiateur face à ce projet d'entente qui contient une clause abusive au regard de la loi? Je ne donne ici évidemment que des pistes de solutions. Alors, il me semble tout d'abord qu'il est utile de faire la distinction entre la clause liste noire et la clause liste grise. S'il s'agit d'une clause qui figure dans la liste noire de la loi, là, il me paraît indispensable pour le médiateur de soulever le caractère abusif de la clause et d'inviter les parties à l'enlever ou alors à la modifier de telle sorte qu'elle ne rentre plus dans cette fameuse liste noire. S'il s'agit d'une clause liste grise, là, je pense qu'à tout le moins, le médiateur doit attirer l'attention des parties sur cette clause et alors ce sera aux parties, éventuellement avec leur conseil, de décider de la maintenir ou non. Alors, dans les travaux préparatoires, le législateur nous explique concernant cette liste grise que la présomption de caractère abusif
pourrait être renversée si la clause est conclue en connaissance de cause. Alors, c'est vrai que ce seul argument paraît limité pour pouvoir renverser la présomption de caractère abusif, surtout quand on se trouve par exemple dans des contrats d'adhésion. Néanmoins, ici, l'argument pourrait, je pense, plus tenir la route. Pourquoi? Parce que cette clause liste grise est intégrée dans un accord de médiation qui, en principe, doit être un accord sage et équilibré au niveau des intérêts des parties, et par ailleurs un accord qui est conclu sous le contrôle du médiateur, qui va même le contresigner. Et donc il me semble là que c'est un argument supplémentaire en faveur du renversement de la présomption de caractère abusif de la clause liste grise qui serait maintenue dans une entente de médiation. Dernière question, que se passe-t-il dans l'hypothèse où le médiateur se trouve face à un projet d'entente qui ne contient ni une clause liste grise ni une clause liste noire, mais une clause qui entraîne un déséquilibre manifeste, le critère général de la loi B2B. En principe, j'ai envie de dire qu'on devrait pouvoir éviter ce problème de déséquilibre manifeste si la médiation a été correctement menée, puisque comme je l'ai déjà dit, l'objectif de la médiation, c'est d'arriver à un accord sage qui, par définition, est équilibré et répond aux intérêts des deux parties. Néanmoins, il peut se produire au moment de la rédaction de l'entente qu'une partie, ou plutôt son conseil, ce qui arrive parfois, introduit une clause qui n'avait pas été vraiment discutée auparavant et qui a pour effet d'entraîner ce déséquilibre manifeste. Et bien là, de nouveau, il me semble que le médiateur doit attirer l'attention des parties sur ce problème de déséquilibre et sur les risques de nullité. Et son ultime solution de repli, ce serait évidemment de refuser de cautionner la solution proposée en refusant de signer l'entente de médiation. Voilà, donc on l'a vu, la clause B2B pose des questions à nombreux égards, au niveau de l'arbitrage, mais également en matière de médiation. Je pense qu'en matière de médiation, en réalité, les problèmes vont se poser principalement au moment de la rédaction de l'entente, puisque c'est à ce moment-là que le médiateur devra être particulièrement vigilant à ce que l'entente réponde à la loi B2B, puisqu'elle peut être considérée comme entrant dans la définition de l'ordre public du Code judiciaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fanny. Alors, est-ce que cet exposé-là a réveillé des questions en vous? N'hésitez pas à lever la main virtuellement et allumer votre caméra et Fanny répondra avec plaisir. Ik had gezien dat meneer Jacques Herbots zijn hand in het begin van het exposé had opgestoken. Dus ik weet niet of er nog een vraag bij hem berust. Nee, dank u wel. De vraag werd beantwoord. Dank u wel. Voilà. Yves Herings heeft een vraag voor ons, zie ik. Yves, je hebt het woord. Merci Sigrid. C'est une question générale pour les trois exposés. La liste grise, la liste des clauses présumées abusives dans la loi B2B inclut les clauses exonératoires de responsabilité qui jouent notamment en cas d'exonération de fautes lourdes de l'entreprise. On avait déjà ça dans la loi B2C. Or, on a dans le règlement CEPANI précisément une clause d'exonération de responsabilité des arbitres, bon, qui sont des entreprises, et qui prévoit que dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il faut voir où on met la limite, mais que dans cette fonction-là, les arbitres ne sont pas responsables de leurs fautes lourdes, ils ne sont responsables que de leur dol. Dans le règlement CCI, on a une clause d'exonération encore plus large qui joue dans toute la mesure permise par le droit applicable. Alors, est-ce qu'il faut conclure de cela que le règlement CEPANI, sur ce point-là, maintenant, est devenu une clause abusive? Alors, je peux peut-être donner un début de réponse, mais bon, la vraie réponse, c'est que je crains qu'avec cette loi, il y a beaucoup d'incertitudes parce que tant qu'on n'aura pas de jurisprudence, on n'aura pas de réponse définitive. Alors, ce qui ne nous empêche évidemment pas de réfléchir. À mon avis, mais je dirais que c'est un élément de réponse,
le caractère abusif d'une clause d'exonération de responsabilité des arbitres est intimement lié aussi au caractère abusif ou non de la clause d'arbitrage, parce que il me semble que c'est intimement lié. Si on fait appel à un juge, de toute façon, le juge lui-même n'est pas personnellement responsable, sauf prise à partie ou autre. Et donc, si on fait appel à un mécanisme juridictionnel similaire qui est celui de l'arbitrage, il me paraît logique de dire qu'il n'est pas abusif, qu'il n'est pas manifestement déséquilibré, de prévoir une exonération de responsabilité similaire. Premier élément. Deuxième élément, il faut savoir que le critère de la clause abusive, normalement, c'est le déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Or, au moment où la clause d'arbitrage est conclue, et la clause d'exonération auquel il est renvoyé puisqu'elle figure dans le règlement d'arbitrage, l'arbitre n'est pas encore nommé, il n'est pas encore parti à cette clause. Et donc c'est aussi un argument, comme à mon avis on pourrait avancer, pour dire que la réglementation des clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse-là. Troisième élément, comme vous l'avez souligné, ça figure sur la liste grise, et donc à ce titre-là, ce n'est jamais qu'une présomption de caractère abusif, et non pas une règle, c'est une présomption iuris tantum et non pas iuris et de iure. Cela étant, il faut être conscient que cette loi est assez problématique parce qu'au-delà de la présomption assez générale qu'est abusif le fait de s'exonérer de sa faute grave, c'est le sixièmement du grand 691.5, on a également une autre clause qui est que je ne vous dise pas de bêtises, qui est le quatrièmement, qui présume abusif de manière beaucoup plus générale toute limitation de responsabilité qui est inappropriée, dit la loi, sans nous expliquer en quoi consiste le inapproprié. Et donc c'est clairement une loi qui, telle qu'elle est rédigée, est source d'insécurité juridique, même si sur la question tout à fait précise que vous posez, je pense qu'on a quand même une série d'arguments pour dire que la clause n'est pas abusive. Je ne sais pas si Steven, Sander, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à cela? Merci Raphaël, c'est une réponse rassurante. Mais bon, je suis peut-être avec un biais parce que j'avoue que j'ai tendance à vouloir donner une interprétation restrictive à cette loi et donc je me laisse peut-être emporter par mes convictions. Zo, zijn er nog vragen? Goed, dan ga ik alvast over om Steven, Raphaël, Sander en natuurlijk ook Fanny te bedanken voor hun zeer heldere uiteenzettingen deze middag. Toch zou ik graag met jullie over dit onderwerp, ben ik zo vrij om de gevleugelde woorden van onze eigen vicevoorzitter Philip Lambrecht te citeren in het tijdschrift Trends van 6 februari van dit jaar, waarin hij stelt de verwijzing naar arbitrage in de parlementaire toelichting is flauwekul. Hij preciseert daar verder bij dat hij zegt, kijk, het gerechtelijk wetboek arbitrage, dat is geldig en een opmerking in een parlementaire voorbereiding kan deze perfect wettelijke regeling natuurlijk niet opheffen. Nu, desondanks denk ik toch wel dat we de komende jaren, ondanks de overtuiging dat de juridische reden en logica wel zal zegevieren, denk ik toch wel dat we ons mogen verwachten aan een waaier van geschillen voor onze Belgische rechtbanken door de partij die dat denkt dat ze in het ongelijk gesteld gaat worden, ja, over die invulling van wat is dat kennelijk onevenwicht en toch zal proberen om dat voor haar dossier te gaan bediscussiëren voor de rechtbank, met alle vertraging van dien, die natuurlijk niet ten goede komt aan de snelheid waar arbitrage net voor gekenmerkt staat. Dus dat is wel een vrees die denk ik velen onder ons meedragen voor de komende jaren. Op 28 oktober van dit jaar is er een eerste arrest geweest door het Hof van Beroep van Gent in toepassing van de nieuwe wet. Dus het zal vooral afwachten zijn de komende maanden wat de verdere rechtspraak zal geven. Dus wat voor vandaag betreft wil ik absoluut nog Simon Brown bedanken omdat wij dit samen met jullie mochten organiseren en dat wij allemaal hebben mogen delen in jullie expertise over dit onderwerp, waarvoor absoluut onze oprechte dank.
Nu, voordat ik jullie laat gaan, wil ik toch nog even kort reclame maken voor het volgende Sepani 40-event, zoals dat hoort. Spijtig genoeg sta ik niet tussen jullie in de cocktail, maar die hebben jullie nog te goed. Op 9 februari zal dat zijn en dan hebben wij een event Meet the Expert. En daar hebben wij voor u niemand minder dan Françoise Lefebvre, Dirk de Meulemeester en Jean-François Tossens. Dus deze 3 zwaargewichten van de Belgische arbitragewereld, die gaan al jullie vragen die jullie zichzelf als arbiters, jonge arbiters, minder jonge arbiters stellen. En zij gaan dat voor jullie behandelen en ze gaan zich volledig overbuigen. Jullie zullen daar binnenkort een mailing over ontvangen. Belangrijk is daarin om het zo interactief als mogelijk te laten plaatsvinden, dat er minimum 2 vragen op voorhand naar ons, naar Sophie en mezelf, worden gestuurd. En dan kunnen wij op die manier het interactieve debat daar zoveel als mogelijk proberen in te groeperen en voor te bereiden. Dank je wel allemaal om vandaag virtueel talrijk met ons aanwezig te zijn geweest. En nogmaals hartelijk dank aan onze sprekers voor jullie zeer kwalitatieve en overduidelijke uiteenzettingen. Dank u wel iedereen. Merci beaucoup Sigrid et merci à toi et à Sophie pour nous avoir permis de faire ces présentations et merci au public pour son attention. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt. Dank je wel iedereen, tot binnenkort. Dank u. Dag.